Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Drouin, leader passionnée et consultante en éducation. Céline Drouin, bienvenue à Tout le monde est un leader. Merci, Marius. Merci de l'invitation. Je suis tellement content que tu sois là. Moi aussi, très heureuse d'être ici puis de te revoir. On a une belle conversation pédagogique entre collègues, j'ai le goût de dire. Puis, je suis tellement content que les gens aient la chance de te rencontrer à travers ce médium-là. Un podcast, c'est nouveau pour nous. Puis, c'est tellement intéressant que tu te prêtes au jeu ce matin. Peux-tu, peut-être, pour les gens qui te connaissent peut-être moins, te présenter, c'est qui ça, Céline Drouin? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Puis, on aura la chance d'élaborer un petit peu sur notre vision de leadership là, au fil de notre discussion. OK. Écoute, du point de vue personnel, Okay. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Écoute, tu me connais, la famille, très important. Je suis une conjointe, une mère, une amie, une tante, la personne que j'ai toujours été. C'est certain que j'ai un parcours qui est en évolution. J'aime ça me définir d'abord comme étant une enseignante. Wow, oui. Oui. OK. C'est important, ça. Hein? Oui. Mm-hmm. C'est pas, tu sais, dans les 12 dernières années, oui, j'ai fait autre chose. J'ai travaillé davantage au niveau provincial. J'ai été conseillère pédagogique, chargée de projet à la direction d'un service au Centre Franco. Mais encore aujourd'hui, qui je suis, je me vois encore comme une enseignante. C'est ce que j'ai fait pendant les 18 premières années de ma carrière, puis c'est ça qui me définit davantage. J'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants, particulièrement par rapport à ce qui se vit présentement. Absolument. Oui, j'ai beaucoup de fierté par rapport à ce bout-là de mon parcours. C'est là que ça se passe en éducation. C'est ça. S'il n'y a pas ce bout-là, le reste n'est pas utile vraiment non plus. Là. Tout à fait. T'enseignais où? Ou je veux dire, à quel niveau peut-être? Ou, J'ai enseigné presque toute ma carrière en 6e, 7e, 8e année. OK. Oui, dans la région d'Embrun. OK. Alors, avant de me retrouver au Centre Franco, vraiment, là, par un petit twist du destin. Oui. Oui, oui. tout Comme à ça fait. que ça se passe, hein, les changements de carrière ou les redirections qu'on peut prendre, ou les choix qu'on peut faire. Puis, oui. Qu'est-ce qui t'a amené? Je veux dire, on est là dans la discussion. Qu'est-ce qui, justement, t'a amené après 18 ans en classe, une profession que tu adores, tu es passionné, tu n'es pas parti parce que tu n'aimais pas ça, tu es parti pour goûter à autre chose aussi, puis pour relever un défi personnel. C'est important de se donner la permission de relever certains défis. Comment ça s'est passé pour toi, ça, hey, je vais aller voir ce qui se passe là? Parce qu'on laisse quelque chose. Oui. Quand on dit ouais à quelque chose, on laisse quelque chose. C'est déchirant quand même, là. Oui. Oui, puis ça a été difficile parce qu'on avait une équipe, des collègues incroyables que je vois encore dans mon équipe école. Oui. J'avais comme ce feeling-là en dedans que j'avais fait 18 ans, j'étais fière, mais que j'avais le goût d'essayer autre chose, OK. que j'avais peut-être quelque chose à apporter ailleurs. Mm-hmm. Puis c'est comme ça que je me suis présentée à une entrevue. Tu sais, on ne fait pas souvent d'entrevues en enseignement. Mon Dieu. Oui. Oui, tout à fait. Mm. Donc, oui, vraiment un petit concours, un concours de circonstances, je dirais. Ah, mais c'est de toute beauté. Oui. Donc là, présentement, tu es consultante en éducation, toute jeune retraitée. Donc, encore super active des projets, un peu comme ce que tu as vécu après 18 ans en enseignement. Tu relèves de nouveaux défis, mais là, tu t'es forgé une nouvelle identité. Oui. Tu dis oui à d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Tu travailles sur quoi présentement? Dans ce que tu peux nous partager, je veux dire. Oui, sans aller dans les détails, mais oui, j'ai entrepris un nouveau parcours comme consultante en éducation. Puis, ce que j'apprécie énormément, c'est d'avoir une variété de clients. OK. Donc, d'être capable, tu sais, un peu de partager, de reprendre ce qu'on a appris
sur le terrain, puis d'être capable d'amener ça. J'ai travaillé beaucoup avec le post-secondaire. OK. Les compétences qu'on a travaillées beaucoup avec l'équipe tactique au Centre Franco, Oui. c'est les compétences dans les 12 conseils de langue française. Je pense qu'on est là, on en voit l'importance, etc. Puis ça fait son chemin au niveau postsecondaire, dans les collèges, les universités. Alors, c'est une expertise que je peux apporter à certains égards. Puis, je travaille encore avec le Centre Franco. Comme tu sais, j'ai un amour de la rédaction, de l'écriture, de faire de la recherche. Puis, quand on occupe un poste de leadership ou de gestionnaire, bien, on a quand même... on est plus en... Je pense qu'il faut traiter davantage de dossiers en superficie. OK. Moi, je pense que je suis plus une apprenante laser. J'aime ça prendre quelque chose OK. puis l'approfondir à en OK. profondeur. OK. Alors, c'est ce que je fais présentement pour les clients avec qui je travaille. Ah, c'est fantastique, tu dois t'y plaire. Puis je suis certain que ton vécu dans les dernières années, en tout cas, doit certainement contribuer. Je suis content d'entendre que cette conversation-là est rendue au post-secondaire. Ça veut dire que le virage au numérique qu'on a commencé à vivre autour de 2010 dans le système fait son chemin petit à petit. Et puis ça confirme peut-être que l'orientation vers les compétences, ça a sa place. Pas seulement dans la vraie vie, mais dans nos écoles, qui est censée préparer à la vraie vie. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. On est encore dans le segment où on apprend à te connaître. Tu es une mère, une épouse, une tante, comme tu disais, maintenant consultante. Tu as tout un bagage en éducation. Et puis, tu as occupé un poste de leadership quand même important dans les dernières années. Tu parlais du projet tactique. Avant de parler de ce projet-là, il a fallu que tu dises oui à un moment donné à un poste de leadership, puis peut-être laisser l'édition, ces choses-là. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire « Hey, je veux relever ce défi-là » d'avoir un rôle de leadership, de mobiliser une équipe provinciale, puis tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené là dans ton parcours à développer ce volet leadership-là, puis dire « OK, là, je veux goûter à ça ». Comment ça s'est passé pour toi, ce bout-là, cette transition-là dans ta carrière? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, des modèles que tu avais le goût d'imiter? Tu sais, c'est personnel, c'est différent pour tout le monde, là, mais qu'est-ce qui t'a amené là? C'est un cheminement qui s'est fait très graduellement. Moi, pendant longtemps, je ne me suis pas vue comme une leader. OK. Je me suis vue comme quelqu'un... J'ai accepté les postes pour contribuer. OK. C'est vraiment pour ça. Wow. Parce que puis on m'y amenait graduellement. Les postes que j'ai obtenus dans ma carrière, je les ai souvent refusés dans un premier temps. OK. Puis, je me suis fait à l'idée, puis j'étais bien entourée. Ça, c'est super important, de sentir qu'on a la confiance. À ce moment-là, on est prêt à créer, à innover. On est dans un climat de confiance. Puis, c'est ce qui nous permet de se voir comme un leader, je pense. Bien, écoute, tu viens de parler de l'importance de contribuer. Pour toi, j'ai le goût de te poser la question explicitement. Pour toi, ce que c'est le leadership? Parce que dans le fond, ce que tu es en train de nous partager, c'est qu'un rôle de leadership ou un poste de leadership, tu as une vision de ce que c'est, puis tu as ce besoin-là aussi de pas seulement occuper un poste, mais de contribuer. C'est quoi, toi, ta définition à toi, bien personnelle, de ce que c'est le leadership, si je peux te poser cette question-là? C'est beaucoup être au service de, OK. je pense. OK. Je dirais qu'il y a beaucoup de liens de parenté avec l'accompagnement. OK. OK. Oui, OK. Tu sais, en accompagnement, comme en leadership, on crée des contextes. On crée des contextes où est-ce que les personnes, ils vont réfléchir, ils vont se questionner, ils vont vouloir devenir meilleurs. Hein? On est à l'écoute, on saisit des occasions. Hein? Parce que les gens, ils en ont des objectifs, ils en ont des rêves. Puis en accompagnement comme en leadership, il faut savoir saisir ces occasions-là. Un autre lien de parenté, c'est de faire briller l'autre. OK. Ce qu'on fait beaucoup quand on Oui. est un leader, puis ce qui est tellement le fun à faire aussi, de voir l'autre se révéler, je pourrais dire.
Puis ensuite, je dirais, je reviens à la rigueur. On est le gardien de la rigueur quand on est un leader. On est là pour aider des personnes à se développer, mais en même temps, on a toujours derrière nous, il y a des attentes, il y a des objectifs à atteindre, on est redevable. Oui, Donc, l'imputabilité. Oui. Donc, on est gardien de la rigueur, puis en même temps, gardien du bien-être des gens avec qui on travaille. OK, oui. Oui, puis c'est quand même toute une dualité dans certains cas. Oui. Garder la relation, la rigueur, faire briller l'autre, mais en avançant vers ces objectifs-là qu'on a à se fixer. Puis, tu sais, le leadership, je ne sais pas si tu vois ça comme ça, mais tu sais, c'est pas un moule unique. C'est un leader, c'est pas tout le monde qui est pareil. On amène notre touche personnelle. Toi, pour avoir côtoyé des leaders partout à travers la province, puis ailleurs aussi, c'est quoi des qualités que tu rechercherais, par exemple? Tu parles d'être bien entouré. Si tu avais le choix de choisir une équipe, qu'est-ce que tu recherches, toi, des qualités chez un leader? Bien, j'ai parlé de la confiance, puis j'y reviens. OK. Dans un climat de confiance, on peut tout accomplir. Ouais. Ça, j'y crois fermement. Ouais. C'est là que ça se passe, c'est là que l'innovation, c'est là que ça se passe, la créativité. Alors, la confiance. Ensuite, je dirais la cohérence. Je pense que ce serait mon... Confiance, cohérence. Cohérence. OK. Alors, tu sais, le fameux principe des fractales, selon lequel ce qui se passe à un niveau hiérarchique a tendance à se refléter dans les autres. Alors... OK, oui. C'est vrai, ça. Tout à fait. Ouais. Alors, si on demande, par exemple, si on demande aux gens d'une équipe de faire preuve de mentalité de croissance, bien, il faut se questionner. Est-ce qu'à tous les niveaux hiérarchiques, on est des modèles de mentalité de croissance? OK. Alors, je pense que les deux gros C, confiance et cohérence, là, ce serait ce que je trouve important. OK. Oui. Puis dans le mot cohérence, tu mets d'être un modèle à l'intérieur de ça. Dans le côté confiance, pour une qualité qu'on cherche chez un leader, je vois comme différentes dimensions. Il y a un leader qui a confiance en lui-même, qui a confiance en l'autre, mais qui crée aussi un climat de confiance autour de lui. Dans ces dimensions-là, qu'est-ce qui compte pour toi que tu peux peut-être percevoir le plus rapidement chez l'autre avec qui tu travailles ou que tu as l'occasion d'évoluer? Parce que parfois, on choisit notre équipe. Oui. Parfois, on hérite d'une équipe. Parfois, on façonne notre équipe. Donc, comment tu vois ça, ces dimensions-là, de quelqu'un qui a confiance, qui fait confiance, mais aussi qui crée la confiance, qui reflète peut-être plus ton approche d'être au service de l'autre. Mais comment tu vois ça? Bien là, je me reporte au moment où, parce que j'ai eu le bonheur de choisir souvent les membres de l'équipe. Hein? OK. Alors que tu me ramènes à certains choix. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, qu'on va créer, qu'on va sentir cette confiance-là avec l'autre? Des fois, c'est des ressemblances. Hein? On va se voir dans l'autre, on va se retrouver. Mais ça, c'est facile. Des fois, c'est le contraire. C'est de voir dans l'autre qu'est-ce qu'on n'a pas. OK. Puis qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter. Puis moi, il y a des membres de l'équipe là, que j'adore puis que je vois encore, plusieurs d'entre eux. Puis c'est les personnes qui m'ont fait le plus... tu sais, qui par bout m'ont poussé, m'ont frustré, m'ont amené à réfléchir, à me dépasser. Puis ça, c'est plus difficile que de travailler avec des gens qui sont comme nous. Ouais, donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu réponds tellement bien parce que dans le fond, on va chercher les détails, les nuances dans ça. C'est ces mots-là qui nous rassemblent. Confiance, cohérence, OK. Là, tu viens d'aller chercher des points vraiment importants de comment on vit ça comme les deux, comment on choisit. Il y a beaucoup d'intuition dans ce que tu me dis, de perception, se voir dans l'autre. Donc, c'est comme important de s'entourer des gens qui ont une vision du monde qui ressemble à la nôtre, mais aussi les gens qui n'ont pas la même vision que nous peuvent nous aider à grandir également parce que tout le monde a des angles morts. C'est ça. Donc, les autres qui ne voient pas la vie comme nous, qui n'ont pas les mêmes idées que nous,
ça élargit notre vision du monde, puis ça nous fait grandir comme les deux. J'en conviens. Je pense à mon propre vécu, puis je me rejoins, tu me rejoins dans tes propos. C'est certain. Donc, équipe provinciale, tu peux choisir les membres de ton équipe. On parle de leadership. Tu es au service de l'autre. Ça, c'est ta posture comme consultante présentement. Ça fait longtemps que tu as cette posture-là. Là, on retourne encore plus loin en arrière, peut-être. Est-ce qu'il y a des gens, ça vient d'où, ça, cette posture-là? Parce que moi, ce que j'ai constaté, pour avoir travaillé avec toi, avec l'équipe tactique, c'est que notre équipe, notre mandat, c'était d'accompagner. C'était pour intégrer le numérique au départ, Oui. la technologie. Puis ce qu'on s'est rendu compte comme équipe au fil du temps, c'est que c'était beaucoup plus une question de posture, de mentalité de croissance et de leadership. C'était beaucoup plus humain, ce virage-là qu'on appelait numérique à l'époque. C'était très humain. Oui. Puis être au service de l'autre, c'était un peu ça, notre mandat. Oui. Donc, ça vient d'où, ça, selon toi? Si tu peux te souvenir de tes modèles, de comment tu as évolué comme enseignante, qu'est-ce qui a façonné cette vision du monde-là que tu as comme leader puis que tu recherches à recréer dans tes équipes? Je pense que, bien, comme tout le monde, ça se façonne vraiment même dès notre enfance, OK. dès notre milieu familial. OK. Moi, je viens d'une famille on est 6 enfants. Tu en développes du leadership quand tu es 6, parce que faut que tu prennes ta place, tu sais, Oui. c'est certain. Oui. Je pense que mes parents, mon frère, mes sœurs, c'est toutes des influences qui ont contribué, en tout cas, à faire de qui je suis aujourd'hui. OK. Je pense à ma mère qui était à la maison, mais qui était une gestionnaire de projet sans pareil. Écoute, là, on avait nos tâches, elle gérait ça. Oui, oui. On a gradué la même année, ma mère et moi, du secondaire. C'est une apprenante à vie. C'est une personne qui aime écrire, qui aime lire, tu sais. Mon père aussi. Mon père, tu sais, choisir le bon mot, son amour pour la musique. Écoute, je te raconte une anecdote. Moi, la semaine passée, OK. mon père et moi, on s'est obstinés sur un accord du participe passé avec l'auxiliaire à voir. Okay. Mon père a 85 ans. Et puis, dans une carte de souhait, il avait écrit un participe passé. Puis, écoute, c'est assez merveilleux. Il s'est questionné sur cet accord-là. Il m'a confronté parce qu'il était certain d'avoir raison. Puis, j'ai dit, Dad, t'as pas raison. Je suis désolée. Mais c'est extraordinaire que tu te sois questionné. Alors, tu vois le milieu familial dans lequel, tu sais, mon frère, c'est un rassembleur, mes sœurs, la rigueur, oui. Oui, l'amour de la langue aussi, beaucoup, beaucoup. Mes sœurs, elles sont toutes des leaders, puis ils n'ont pas occupé nécessairement toutes des postes de leadership, presque toutes, par contre, mais ils ont une posture. Alors, c'est des leaders intuitives et puis qui mènent par le gros bon sens. C'est toutes des femmes qui m'inspirent. Je dois dire que dans mon parcours, là, il y a beaucoup de femmes leaders qui m'ont inspirée puis qui m'inspirent encore. Puis c'est pas nécessairement des grands noms. OK. Tu sais, je pourrais en nommer, là, mais c'est des gens que tu connais, que je connais, qui sont dans notre entourage, puis... c'est pas lié à un rôle de responsabilité. C'est lié à la posture, puis qui est la personne, peu importe dans quel contexte elle se trouve. Là. Tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai laissé mon poste de direction au Centre Franco. Bon, là, tu commences à voir la différence entre un poste de leader puis une posture de leader. Parce que tu n'as plus ta voix hiérarchique. Alors, tu perds ça, mais tu gagnes tellement plus. Parce que maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que quand quelqu'un me demande, tu sais, Céline, qu'est-ce que tu penses de ça? As-tu le goût de regarder telle initiative pédagogique? As-tu le goût d'être mon ami critique? Bien là, tu le sais que ce n'est pas relié à un poste. C'est vraiment parce que la personne a le goût d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Donc, ça, c'est une belle révélation d'être consultante.
ça l'est. Puis j'imagine, je ne sais pas si tu en étais consciente à ce moment-là, mais j'imagine qu'avant que tu accèdes à un poste de leadership, les gens peut-être venaient aussi à toi pour ces conseils-là. Puis souvent, c'est peut-être le déclencheur qui nous fait croire ou qui nous fait hey, peut-être que je pourrais avoir un poste de leadership. Là, tu retrouves Oui, cet état-là de j'ai pas le pouvoir décisionnel du rôle, mais j'ai encore cette influence-là ou la reconnaissance des pairs qui est tellement importante, je trouve, en éducation pour justement continuer de se nourrir puis d'avancer. Là. Ouais. Merci de nous partager ça. Donc, tactique, équipe provinciale, on choisit nos leaders, être au service de l'autre, ça vient de ta famille, des femmes inspirantes aussi qui Oui. t'entourent aujourd'hui, qui sont autour de toi. Tu confirmes tellement, ça me fait du bien d'entendre ça, que tout le monde est un leader, peu importe où on se trouve. Ah, Tout le monde peut contribuer à sa façon à améliorer ce qui se passe autour de lui. Tu as eu la chance de choisir ton équipe, ce que peu de gens peuvent faire en éducation, choisir toute une équipe. Mais tu as aussi eu à vivre quelque chose que c'est pas tout le monde qui vit aussi, c'est d'avoir des gens qui t'arrivent tous les jours avec des idées, oui. puis qui brassent la boîte de l'intérieur. Comment on compose avec ça une équipe de gens allumés qui arrivent avec des idées, qui remettent en question pas le fonctionnement, mais le possible. Le « et si on faisait ça de même ». Le « hey, si on peut », ça demande des changements dans le fonctionnement et dans les protocoles et tout ça. Comment on compose avec ça? Comment tu as vécu ça comme leader provincial d'être entouré de gens qui arrivaient avec des idées de même? Je ne veux pas dire qu'on était fatigués, là. Non, mais la première chose que tu fais, c'est que tu mets du gaz sur le feu. Parce Oui. que, good, s'il y en a des idées, puis amenez-en, puis des remises en question. Non, écoute, je souhaite à tout le monde dans sa carrière de pouvoir travailler avec une gang comme ça, allumée. C'est sûr que comme leader, tu sais, je parlais tantôt des obligations qu'on a, puis écoute, il y avait le ministère, on a des comptes à rendre, il y a le budget, il y a les échéanciers, il y a les preuves, hein, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, puis tout ça. Alors, mais moi, j'avais tellement confiance en ces gens-là dans mon équipe. Là. Oui. Une confiance, vraiment, là, il n'y avait pas de limite à ce qu'on pouvait apporter. C'est sûr qu'à un moment donné, on faisait un tri, on choisissait, mais nos rencontres d'équipe, là, c'était des parties, là. Hein? Puis des fois, c'était trop long parce que, justement, avant qu'on arrive à tout faire, mais... Avant de converger, là, oui, on divergeait pas mal. Pas mal, pas mal. Mais moi, j'ai appris un truc infaillible à ce moment-là sur est-ce que tu es dans une vraie équipe? Là? Puis, tu sais, là, quand quelqu'un peut arriver avec une idée, là, une ébauche d'idée, une idée pas finie, une idée qui est peut-être même pas bonne. Une ressemblance d'idée. Une ressemblance. On n'est pas sûr que c'est une idée. C'est ça. Ouais. Puis, qui est capable de la mettre sur la table, puis de dire, « Hey, moi, j'ai pensé à ça, mais tu sais, t'as mets là. » Oui. Je suis fou, moi, là, matin, de penser ça. Là. Exactement. Ouais. Moi, j'appelais ça des fois le document martyr. Tu sais, on le met là, puis comme... Puis là, quand tu es dans un climat de confiance, puis je reviens à la confiance, c'est là que des idées, parfois, qui avaient l'air farfelues, deviennent des réalités. Puis, il y avait beaucoup d'autodérision dans notre équipe. Hein? On était capable de rire de soi-même, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça aussi, c'est important. Tu sais, le plaisir dans l'équipe. Puis, oui. Mais écoute, d'un point de vue de membre d'équipe, j'ai eu la chance de ne pas avoir ton rôle, mais d'être dans l'équipe. Puis, quand je t'entends décrire ça, je me dis, chaque personne autour de la table reconnaissait l'importance du rôle puis du vécu de chacun qui était là. Chaque personne autour de la table aussi avait confiance dans sa capacité de contribuer aussi à l'équipe. Puis il y avait un climat de confiance puis de respect qui régnait là. Puis là, la question qui tue pour les gens qui nous écoutent, c'est dans le fond, quand c'est là, c'est fantastique. Quand c'est à bâtir ça, est-ce qu'il y a des stratégies que tu as apprises au fil de ta carrière ou pendant ce projet-là, ou en discutant avec d'autres collègues qui ont du vécu de leur côté, est-ce qu'il y a des stratégies
gagnantes qui peuvent nous amener à bâtir ça quand c'est pas là. Justement, comment on fait pour amener les gens à avoir confiance en eux puis à se mobiliser, à reconnaître l'importance de ce travail-là d'équipe. Si on n'est pas prêt à mettre une idée puis de la martyriser un petit peu en équipe, comment on peut avancer? Tu sais, comment, je sais pas, je serais curieux d'entendre ton point de vue à ce niveau-là parce que c'est pas toujours comme ça qu'on évolue. Non. Tu sais, c'est à bâtir, ça, la confiance, la cohérence, la mentalité de croissance. Parce qu'on ne peut pas juste se dire on va s'entourer des bonnes personnes, entre guillemets, donc les gens qui pensent comme nous ou qui ont un climat de confiance, c'est que des fois, pour contribuer, il faut les amener là, nos équipes ou les personnes avec qui on travaille. Oui. Il y a l'équipe, puis ça, on en a parlé, mais ce qu'on a moins parlé, c'est ce qui se passe peut-être en coulisses, en arrière-plan, puis ça, c'est le 1 à 1. OK. C'est ça qui change la game, c'est le 1 à 1. OK. S'intéresser à l'autre, mais réellement. Tu sais, on avait des gens dans l'équipe qui vivaient des réalités, là, toujours sur la route, tu sais, les tempêtes, l'hiver. C'est vrai, on avait tout un territoire. Oui, être privé de sa famille, tu sais, coucher à l'hôtel 3 fois par semaine, en tout cas. On avait des gens compétents, des gens convaincus, mais c'est des personnes qui occupent ces postes-là, tu sais. Mm-hmm. Alors, de s'intéresser sincèrement à la personne, à ce qu'elle vit, c'est quoi ses objectifs, puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben il y a un pourquoi, tu sais, de questionner ça, puis tout le monde veut être heureux au travail, tout le monde veut performer. Tu sais, c'est sûr que les croyances peuvent varier, mais quand on commence par s'intéresser à l'autre, puis à lui donner sa place dans l'équipe. Il y a des gens qui prennent naturellement leur place dans une équipe, puis il y en a d'autres à qui tu dois faire une place. Puis ça, comme leader, il faut le faire. Wow! Le 1 à 1, s'intéresser à l'autre, ça veut dire, d'un point de vue de leadership, si on constate qu'on a du travail à faire côté cohésion, confiance dans l'équipe, on a des rencontres 1 à 1, on présume des bonnes intentions dans ce que tu as dit. En d'autres mots, si on observe des comportements, il y a une raison. Pourquoi? Parce que tout le monde a des bonnes intentions. On présume ça, une croyance de base. Puis on se parle de pas juste nos responsabilités, mais les objectifs personnels de l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Je fais des liens à la salle de classe. Je me dis, mon Dieu, on veut faire ça, on veut personnaliser l'éducation. C'est quoi tes objectifs comme élève? Tu sais, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est certain. Les rencontres 1 à 1, il faut faire du temps pour ça. Parce que ça peut paraître pour certaines personnes comme un investissement de temps trop important, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire comme gestionnaire. Donc, ça, c'est un choix que toi, tu faisais dans ton horaire. Oui. N'est-ce pas? Donc, puis c'est payant côté cohésion, confiance par la suite. Là. Oui. Puis c'est le fun aussi. C'est le fun. Quand tu aimes les gens, c'est oui, c'est la base. Il n'y a pas un suivi ou un courriel qui égale cette rencontre individuelle-là. Wow! On pourrait passer plein de minutes là-dessus. Merci. C'est très, très inspirant d'entendre parler de ce point de vue-là. Donc, le projet, on est là. On parlait beaucoup d'innovation. Puis on a gratté ou creusé beaucoup la question des compétences. Tu sais, au début, il y avait 4 C. On est tombé avec 6. Il y a un des C qui a changé. Caractère est devenu apprendre à apprendre, puis la connaissance de soi, auto-apprentissage. Je sais que tu fais beaucoup de recherches. Tu as beaucoup réfléchi à cette question-là. Tu travailles avec le post-secondaire. Ça te passionne aussi. On le sent quand tu nous en parles. Je ne sais pas comment te poser la question, mais comment tu vois ça, les compétences? Quelle recherche t'inspire? On est rendu où par rapport à ça, selon toi, d'un point de vue systémique, le développement des compétences? Premièrement, c'est encore très actuel. C'est pas un dossier, même si ça fait longtemps qu'on en parle, Oui. c'est pas un dossier qui est terminé. On va en parler encore longtemps. Oui. Dernièrement, oui, lors d'un contrat, je suis tombée sur une recherche qui s'appelait Métacognition et apprentissage autorégulé. OK. J'oublie, c'est EEF, là, mais j'oublie La source? la source. Là. OK. Mais, Métacognition et apprentissage autorégulé. autorégulé. C'était Education Endowment Foundation, OK. EEF, oui. OK.
Alors, puis pour moi, cette recherche-là est venue mettre des mots puis confirmer des croyances que j'avais par rapport aux compétences. OK. Puis, écoute, c'est un peu maladroit ou délicat de commencer à classer les compétences. Tu sais, il y en a une meilleure que l'autre. Ouais, ouais. Bon, ce qui est important, c'est le caractère indissociable puis complémentaire des compétences. C'est pas des silos. C'est pas des silos. Mm. Mais moi, j'en ai une chouchou, quand même, qui est l'apprentissage autonome. OK. OK? Souvent, on a mis l'accent sur les compétences dites cognitives, mais pour moi, l'apprentissage autonome, qui est une compétence intrapersonnelle, c'est une clé. C'est une clé pour, tu sais, que tu sois dans ta vie personnelle, dans l'académique ou en employabilité, au travail. Apprendre à apprendre, développer une mentalité de croissance, la persévérance, rebondir après un échec, la résilience, le courage. Ça, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Imagine un élève à qui on peut fournir ça. Imagine comment il est apte à développer la pensée critique, la communication, la collaboration. Mais écoute, je t'écoute parler, puis je me dis, sans ça, ce que tu viens de décrire, je me dis, est-ce que l'apprentissage en profondeur est possible? Tu sais, pour aller en profondeur, il ne faut pas arrêter. Je me dis, c'est ça. C'est pas une petite vite aller en profondeur, ça demande tout ce que tu viens de décrire. Puis, je comprends pourquoi c'est une compétence chouchou pour cet aspect-là de ce qu'on vise en éducation, qui, oui, il y a du contenu, mais on veut aussi aller en profondeur. Puis on t'a entendu dire tantôt, comme consultant, tu sais que tu veux aller en profondeur. Donc, c'est complètement aligné, j'oserais dire cohérent avec ce que tu nous as proposé. Donc, l'auto-apprentissage, apprendre à apprendre, avec ce que tu as observé, la technologie est un levier à tout ça. Puis tu parles aussi de personnaliser ou de contextualiser ce qu'on fait, tu sais. Qu'est-ce que tu as observé d'un point de vue là, macro, là, côté pédagogie, qui peut nous amener là? Puis c'est quoi les ingrédients qui peuvent amener le personnel dans les écoles, justement, à avoir ce que tu as décrit? Parce que si on a ça, on peut aller en profondeur dans notre pédagogie, puis ensuite de ça, le transmettre à nos élèves. Moi, je crois fermement que si on le vit comme pédagogue, on voit les bienfaits pour nous, naturellement, on a le goût de le faire avec nos élèves. Tu sais, c'est comme quand on voit un bon film, on a le goût d'en parler. Donc, il faut voir les bienfaits pour nous avant. Donc, comment on amène ça en pédagogie, l'idée de la résilience, la mentalité de croissance, puis tout ça? Je suis certain que tu as vu des gens faire des choses innovantes à ce sujet-là. Pas sur quelques détails ou d'exemples. Pour avoir travaillé quand même plusieurs années en développement professionnel puis en accompagnement, tu l'as dit, Marius, c'est un peu... imagine si on fait vivre au personnel enseignant des occasions où est-ce qu'ils peuvent développer ces compétences-là ou ces habiletés-là ou ces qualités-là. Hein? D'être persévérant, de voir l'échec comme un tremplin d'apprentissage, d'être résilient. Par l'effet des fractales, ils vont le faire vivre à leurs élèves aussi. Donc, je pense que tout ce qui est développement professionnel, accompagnement, coaching, ce sont des bonnes façons d'amener les enseignants à se questionner, à se découvrir eux-mêmes, qui je suis par rapport à ça, pourquoi c'est important. Puis, quel enseignant va dire non, finalement, apprendre à apprendre, c'est pas si important, ou bien, de comprendre comment j'apprends, c'est pas si important. C'est juste des fois de mettre le focus là pour un moment. Bien, écoute, je t'entends dire ça, puis je me dis, je fais plein de liens avec tes rencontres un à un. Parce que tu dis quel enseignant ne voudrait pas ça. Et puis, je pense que si on avait le temps ou si on prenait le temps d'avoir des rencontres un à un avec certains membres, parfois, juste pour comprendre un petit peu où on en est, peut-être que les gens ont une mentalité de croissance, puis ils ont ce désir-là. Puis parfois, on a comme l'impression que c'est pas là. Moi, avec ce que je fais présentement, puis ce que tu fais présentement, je suis certain que tu rencontres plein de personnes passionnantes, passionnées. Et puis, il y a du bon monde partout, c'est incroyable. Puis je pense que
si on a la chance d'avoir ces rencontres un à un, là, ces conversations, on se rend compte là, qu'on veut tous la même chose. On veut être heureux, comme tu disais. Puis on veut avoir un impact puis contribuer. Tu sais. Absolument. Ouais. On ne s'entend pas toujours sur le comment, mais on vise ça, tu sais, après tout. Je sens par ton discours que tu es une personne en constante évolution. Dans le sens que tu te questionnes, toi. Tu sais, tu te remets en question, puis tu veux faire les bonnes choses. Le choix des mots est important pour toi. Tu es quelqu'un de réfléchi. J'ai le goût de te poser ma question préférée, qui est sur quel aspect de ta pratique présentement est-ce que tu travailles le plus? Maintenant que tu n'as pas nécessairement un rôle de leader systémique, cette responsabilité-là qui vient avec, tu es dans un rôle d'accompagnement ou de créatif ou même de te nourrir. Sur quoi tu travailles maintenant comme consultante? Tu ne travailles pas les mêmes outils en tant que leader? Écoute, c'est toute une adaptation de passer à, tu sais, d'un travail d'équipe, Oui. d'un travail de stress. Tu sais, il y avait du stress, Oui. des responsabilités, etc. Puis d'être toujours sollicité, de passer de ça à je suis chez nous. En plus, il y a le confinement. Je suis chez moi. Parfois, dans une journée, je vais parler à une personne, tu sais. OK. Du point de vue professionnel, 2 personnes peut-être. Tu sais. Il y a des journées où je suis entièrement seule, puis il faut apprivoiser ça parce que moi, ce que je me suis lancé comme défi pour au moins 1 an ou 2, c'est de me ressourcer. OK. OK? Parce qu'à un moment donné, tu sais, faire des suivis, là, ça a ses limites au niveau de la réflexion. Puis, tu as besoin de t'en créer des idées, tu as besoin de réfléchir, tu as besoin d'arrêter la machine pour... Fait que c'est là que je suis dans ma pratique. Moi, je suis vraiment dans une période où, par mes contrats, je suis obligée de lire, OK. d'approfondir, de comprendre, de vulgariser pour l'autre. Puis là, ça bouillonne. Puis OK. je sens qu'à un moment donné, tu sais, si on veut avoir quelque chose à dire, bien, il faut apprendre. Si on veut avoir quelque chose à contribuer, il faut Oui. avoir quelque chose à donner. Oui. C'est certain. Je te comprends tellement à ce niveau-là. Quand j'ai décidé, moi, de devenir consultant, moi aussi, c'est la première chose que je me suis dit que je devais faire, c'est de me nourrir, Oui. puis de toujours avoir un plan de match pour continuer à évoluer, pour avoir quelque chose à donner. Parce que on s'entend, si on arrête, puis on se dit, garde, telle année, j'ai arrêté d'apprendre, puis je vais enseigner ça, ce que j'avais appris en telle date, là, ça marche pas. Oui. Ça marche pas. As-tu un bon livre à nous suggérer? Parce que tu lis la recherche, mais est-ce qu'il y a des livres que tu lis ou que tu as lus, puis que tu dis ça, là, c'est un must? Ou telle page, c'était bon, ou je le sais pas. Ouais. Écoute, là, je lis, hein. Tu sais, je me paye la traite. Je lis toutes sortes d'affaires. OK. Puis, tu sais, quand tu dis tout le monde est leader, oui. Puis on pourrait aussi dire le leadership est partout aussi. Oui. Que tu lises un roman, que tu lises le journal, que tu lises, écoute, puis là... Hey, ça ferait un bon billet de blog, ça. Oui, Le hein? leadership est partout. Oui, oui, tout le monde est leader, puis Le le leadership est partout. Ouais. Oui, parce que même dans un roman, il y a du... En tout cas, oui, plus j'y pense, là, tu as raison, ça ferait un bon billet de blog. Oui, je te lance ça de même. Si j'en choisis un qui est pertinent pour aujourd'hui, OK. cet été, au chalet, complètement déconnecté, j'avais apporté le livre Presence de Amy Cuddy. OK. Je pense que c'est ça, Amy Cuddy. C'est elle qui a fait le TED Talk Your Body Language Shapes Who Oui, You Are. oui, Oui, oui. elle est excellente. Oui, oui. Puis moi, ça me rejoint beaucoup parce que, tu le sais, j'ai une certaine vulnérabilité, puis je me remets souvent en question. Puis dans ce livre-là, elle aborde comment on peut être la meilleure version de soi-même, mais quand ça compte. Tu sais, absolument. Partout dans le monde, il y a du monde, là, il y a des gens qui veulent réussir à une entrevue, qui veulent obtenir un rôle lors d'une audition, qui veulent réussir une communication orale devant la classe. Alors, comment on fait pour développer cette confiance-là et être la meilleure version de soi-même quand ça compte?
Moi, je trouve ça passionnant. Il faut laisser de côté le regard de l'autre. Ah, Hein? absolument. Parce que ça, c'est un frein. Absolument. Puis souvent, on parle, puis tu sais, veut pas, on a Tellement comme une vrai. petite voix. Hey, comment est-ce que je suis perçue présentement? Qu'est-ce que Oh les my gens God. vont penser de Ils aiment ça? tout ça. Ils aiment-tu ça? Ah. Puis quand tu commences à te questionner, tu perds ton pouvoir de conviction. Oui. Hein? Parce que là, tu n'es pas convaincant, tu es en train de te questionner toi-même comment tu veux convaincre l'autre. tu sais. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de la vulnérabilité, il en faut. Mais moi, j'aime beaucoup presence pour être dans le moment puis en profiter pleinement. Écoute, tu me ramènes, il faut que je te raconte ça, tu me ramènes en plein là. Je fais ma première conférence, c'était en 2016. Puis suite à cette conférence-là, j'ai reçu 4 demandes pour refaire dans d'autres contextes. Ma prochaine, c'était en février. Tempête de neige. Ça, c'est le mois de novembre 2016. Février 2017, je me présente dans un collège privé. Et puis là, je me sens comme ça, là. Hey, mais je suis qui, moi, pour être conférencier? Qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est mon discours, puis tout ça. Puis là, dans ma tête, je me dis, mais là, j'espère que ça va les aider, que ça va être bon, tu sais, qu'ils vont trouver ça. Puis là, tout le long, ça fait 5 minutes que je parle. Je suis pas capable de respirer. Mon diaphragme n'est jamais là. Il y a comme... Ça, là. Tu sais, je suis pris dans ma poitrine, puis là, je me dis, place-toi le grain, là, tu sais. Là, je prends un grand respire. Mais dans ma tête, c'était ça. Puis après cette conférence-là, ça a quand même très bien été, là. Mais après ça, je me suis dit, il faut que je travaille, puis je le savais pas à ce moment-là, tu sais, present, je l'ai pas lu. Mais je me suis dit, il faut que je sois dans une certaine disposition. Oui. Je peux pas essayer de décider en lisant le non-verbal des gens s'ils aiment ça ou non. Oui. Moi, tu parlais de contribuer tantôt. Moi, je m'en viens contribuer, ce que j'ai de meilleur à offrir. Donc, ma posture avant une conférence, c'est je m'en viens donner le meilleur. Oui. Ils vont prendre ce qui est bon pour eux là-dedans, ils vont l'appliquer comme ils peuvent. Puis ça, là, juste ça, de consciemment faire ça, Oui. ça m'a libéré à partir de ce moment-là. Je voulais le dire parce que je me reconnais tellement. Puis j'ai vu le TED Talk d'Amy Cuddy. C'était un must, voir ça. Et puis, non, je vais aller lire ça. Presence. Presence OK, de Amy Cuddy. de Amy Cuddy. OK, super. Excellent, ça se lit très bien. Oui, dans un chalet déconnecté. Oui, c'est ça. Pas de Wi-Fi. On serait rendu peut-être une petite portion rafale, si tu veux te prêter au jeu. Absolument. Je te présente un ou des mots, puis tu me présentes là, rapidement les premières idées qui te viennent à l'esprit, puis on défile dans ce sens-là. On prend un petit 5 minutes pour ça. OK. Ça te tente-tu? Ben oui. Yes, on commence ça. Facile, facile. Engagement. Hey, ça part pas bien. Faut que je réponde vite, hein, là. Non, mais... Écoute, tu perds pas de points si ça prend du temps. Tu as le droit OK. de penser. OK, on recommence. Vas-y. Engagement. Première chose qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot engagement. Motivation. Motivation. Évaluation. Amélioration. Édition. Centre Franco. Leadership. Intérêt pour l'autre. Intérêt pour l'autre. Collègue au pluriel. Plaisir. Collaboration. Aller plus loin. Retraite. Choix. Je pensais que tu allais dire un mythe. Zone proximale d'innovation. Ah! Ça, je pourrais t'en parler. Ben oui, vas-y. L'innovation. On a le droit de changer les règles du jeu au fur et à mesure. peut-tu? C'est nous autres qui décident. Moi, je me questionne beaucoup. Dernièrement, aux nouvelles, là, on envoie là, des... On envoie des... c'est-tu des innovations ou des pseudo-innovations? Faut se questionner. Hein? Puis... on dirait qu'on est... en tout cas, on est dans une période intéressante, ça, c'est certain, par rapport à l'innovation. Oui. Puis il y a de tout. Il y a de tout. Tu sais, des fois, tu as des aha moments. Oui. Tu as un moment de... où tu te dis, ben voyons. Puis là, je m'en vais complètement à côté. Là. Oui, Tu m'écoutes pareil? On te suit. On te suit. Je pense que c'est beau dans ce coin-là. Là. On vient de débarquer de la 417. Là. C'est ça, c'est ça. Mais écoute, je fais un projet d'édition, puis je dois trouver des photos. OK? Je vais dans une banque de photos, puis là,
faites l'expérience. Là. Tu tapes enseignant, tu tapes école, classe, élève, OK? Mm-hmm. Bien, les photos qui apparaissent sont assez révélatrices quand même des perceptions parce que c'est les usagers qui alimentent ces banques de photos-là. Oui. Puis là, moi, dans ma tête, je cherche la pédagogie d'aujourd'hui là, dans les photos. Là. Puis là, j'en regarde longtemps. Là. Ouais. Puis j'ai découvert un nouveau concept, là, c'est la pédagogie de l'index. OK. Parce que quand, De l'index. Parce que quand tu cherches une photo d'enseignant, là, les photos qui apparaissent, c'est l'enseignant avec son index qui pointe le TBI, OK. qui pointe un globe terrestre, parce que chaque jour, quand on enseigne, on va pointer un globe terrestre. Hein. Oui. Parce qu'on a un globe terrestre. C'est utile. Oui. Faut avoir ça. Ensuite, il pointe, tu sais, un iPad, il pointe l'élève qui a la main levée à sa place. En tout cas, la pédagogie de l'index, je me suis dit, ça veut dire quoi, ça, par rapport à comment, de façon globale, quand on est à l'extérieur, en tout cas, des cercles en éducation, comment c'est perçu? Écoute, je crois, j'ai quand même, tu sais, je me fie pas à cette... Il faut faire la part des choses, là. Mais j'ai trouvé ça quand même révélateur de voir que l'enseignant est souvent vu encore comme celui qui montre le chemin, comme celui qui dit où aller, comme celui qui parle. Qui transmet. Qui transmet. Oui. Oui. L'autre écoute. Puis tu parlais des compétences tantôt. Oui. La pédagogie de l'index, c'est utile pour la connaissance. Pour la compétence, il y a d'autres approches pédagogiques aussi à préconiser. C'est ça. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, je voyais, c'est cette semaine, je voyais que un conseil scolaire se lance dans l'hybride. Alors, Okay. je me dis, tu sais, premier réflexe, wow, tu sais, avec l'équipe, là, c'est certain qu'on a prôné l'hybride et tout ça. Est-ce que c'est de l'innovation? C'est intéressant de regarder ça parce que c'est innovant, l'apprentissage hybride. Mais là, je me suis mis à penser à la personne, à l'enseignant. Imagine, là, tu as ton groupe devant toi, puis en plus, il faut que tu sois assez fixe parce que là, tu n'es pas assis avec un groupe d'élèves, parce que là, tu es filmé en même temps, parce qu'il y a des élèves à la maison qui ont besoin de toi. Puis je ne remets pas en question le pourquoi, parce que, comme on a dit, les intentions, on prend pour acquis qu'elles sont bonnes. Mais ça m'a ramené à la zone proximale d'innovation. Puis chaque personne qui est derrière, qui est devant cette caméra-là, puis qui, en même temps, qui veut répondre aux besoins des élèves, puis là, l'élève te pose une question, mais l'autre en ligne n'a pas compris, puis tout ça. Est-ce que c'était vraiment dans sa zone proximale d'innovation de faire ça? Est-ce qu'elle a choisi? Est-ce qu'elle était prête? Donc, l'innovation, c'est pas une technologie, c'est pas une approche pédagogique non plus. C'est la personne. OK. Hein? C'est là qu'il faut commencer. On commence avec la personne, puis peut-être qu'on peut se servir de ce qui se fait présentement dans le contexte actuel. Il y a plein qu'on pourrait appeler, sans appeler ça des innovations, peut-être qu'il y a une grande phase d'expérimentation. Et j'ose croire qu'à travers ça, on développe des compétences. On va en prendre conscience à un moment donné quand on va dire un petit peu qu'est-ce qui marche, là. Peut-être une façon d'aborder ça pour cette enseignante-là, parce qu'il faut travailler sur la personne, pas sur le format dans lequel on la place, ou de l'environnement dans lequel on lui demande d'évoluer. Donc, j'aime beaucoup cette nuance-là. L'innovation, c'est la personne. Oui. C'est pas nécessairement un environnement. C'est ça. Oui. J'adore ça. Puis chapeau, hein, tu sais, à tout ce qui se fait dans les... c'est incroyable ce qui se fait. En tout cas, on surveille davantage en peu de temps. Dans les 12 conseils scolaires de langue française, il y a des initiatives exceptionnelles. Puis chapeau aux enseignants qui sont en salle de classe ou pas en salle de classe, puis qui vivent ça chacun à leur façon. Là. Donc, zone proximale d'innovation, c'est un modèle que tu avais créé. Et puis, je serais curieux, là, on vient de parler de l'idée, c'est quoi l'innovation? Tu as fait des recherches, mais en un tweet, c'est quoi ça pour toi, la zone proximale d'innovation? Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit zone proximale de développement. Oui. L'innovation, comment tu présenterais ça là, dans un ascenseur à quelqu'un qui sort à un autre étage à un moment donné? C'est quoi ça? Bien, c'est parti de l'idée que l'innovation, ça veut dire différentes choses pour différentes
personne. C'est pour ça OK. que c'est très personnel. Oui, oui. Alors, ce qui est innovant pour un ne l'est pas pour l'autre nécessairement. Donc, travaillons dans la zone proximale d'innovation. Amenons les gens, Mhm, il faut les pousser, les amener juste assez loin, leur fournir de l'appui. mhm. Puis, c'est ça. On va se retrouver avec plein de petits îlots d'innovation. Donc, ce qui est de l'innovation pour une personne, c'est pas nécessairement de l'innovation pour une autre Non. personne. Puis, il n'y a pas de mal à ça. Non. Qui sommes-nous pour dire que Ouais. quelqu'un ou quelque chose n'est pas innovant ou l'est? Mm, absolument. On revient sur la 417. On se OK. souvient qu'on est Ah en oui, oui. rafale. Ah C'est oui, oui. extraordinaire. C'est Mais, méchante rafale. c'est tellement intéressant. Tu as mentionné le mot accompagnement. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ce mot-là? Ah, ben l'équipe tactique puis les 12 conseils scolaires. OK. Oui. Dans une autre optique, quand tu entends le mot équipe provinciale, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Regard privilégié. Chaque fois qu'on a l'occasion de travailler au-delà de son milieu, souvent en enseignement, on va travailler dans une commission, un conseil scolaire, puis souvent toute sa carrière. Puis moi, j'inviterais tout le monde à faire l'expérience d'aller travailler pour n'importe quel organisme provincial pour voir au-delà. Puis de voir les cultures. C'est tellement intéressant de voir que chaque conseil scolaire a sa personnalité, a sa culture. Tu ne te présentes pas là de la même façon. Tu n'es pas accueilli de la même façon. Non. Alors, Le système, c'est du monde. exactement, exactement. Oui, Oui. absolument. Quelle expérience. Conversation, tu as dit tantôt, 1 à 1, j'ai le goût de te dire conversation courageuse. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça? Transparence. OK. Oui. Il faut... oui. Il y a une façon de... Tout peut être dit, mais il y a une façon de le dire. Protéger la personne, puis garder en tête qu'on ne sait pas tout de cette personne-là. Tu sais, on a juste des fois un angle ou une perspective sur une personne. Il faut penser que il y a autre chose qui se cache puis qui explique souvent les choses. Donc, oui. Quand je t'entends dire ça, je me dis, ça prend une vision à long terme pour une vision à long terme. Il faut se donner une vision à long terme de cette personne-là, puis pour sa carrière, parce que les personnes sont souvent de passage dans nos équipes ou nous de passage dans leur carrière. Mm-hmm. Oui. Mais en même temps, il faut être... tu sais, on parle beaucoup de la personne, puis tu sais, d'être conciliant, d'être compréhensif. Mais en même temps, quand on est leader, je reviens à la rigueur, il faut avoir des attentes parce que les élèves, les enfants, ils méritent ce qu'il y a de mieux. Oui. Puis, c'est une grosse responsabilité d'œuvrer auprès des enfants, puis on ne peut pas se contenter. Mm-hmm. Parce qu'un an, c'est beaucoup un an, là, Mm-hmm. hein, quand tu es un enfant, là. Alors... Tu es 1 an dans ce milieu-là. c'est Tu vas ça. être là une fois, même si C'est ça. l'enseignante ou l'enseignant, ça fait 30 ans qu'il est là. Oui, Lui, l'enfant va passer une année là. C'est Oui. cette année-là qui compte. oui, oui. Donc, quand on comprend les impacts possibles, les répercussions, c'est une responsabilité. Puis quand on est leader en milieu scolaire, bien, faut avoir des attentes élevées. Absolument. On vit dans un contexte où on évolue dans un contexte d'amélioration continue. Il n'y a pas une école ou un conseil qui a un plan de maintien, tu sais, qui dit on ne veut plus que ça change, on l'a, c'est correct. Tu sais, fait que dans ce sens-là, on a comme le devoir et la permission même d'avoir ces conversations-là dans ce sens-là. On ne veut pas perdre la relation, mais on ne veut pas perdre l'amélioration non plus. Fait que c'est comme Oui. à jauger. C'était notre rafale. C'est beau, hein? Oui, oui, ça a bien passé. Oui, ça a très bien passé. On est allé voir la zone proximale d'innovation. C'est extraordinaire. On se projette dans l'avenir. Il y a plein de choses qui se passent présentement dans ta carrière. Tu es en train de te nourrir. Tu es nouvellement consultante. Tu découvres plein de choses encore. Si on se projette dans l'avenir, une dizaine d'années, on est en 2020 présentement. Puis si on se projetait en 2030, avec ce que tu vois de l'éducation, tu dis on n'a pas fini de parler des compétences. Tu vois un peu, avec ta vision systémique des choses, un peu les grandes orientations que les différents conseils prennent, et même le post-secondaire. On va être où dans 10 ans?
en éducation. J'ai pratiquement le goût de ramener l'événement provincial de l'époque, TAC. Ah oui. S'il y avait un TAC 2030, il se passerait quoi là? Hey, c'est une bonne question, ça. Hey, c'est pas correct de me la poser, là. Attends une Ouais. minute. Ben, TAC avait déjà évolué dans les quelques années qu'on l'a eu, dans le sens qu'on s'est un peu détaché des technologies. Hein. Au début, c'était beaucoup le comment. Puis, écoute, on était là aussi, hein, puis les gens étaient là, on C'est répondait un à des... passage obligé. C'est ça. Ben oui. Comme tu disais, quel piton que je pèse. Hein? Oui, oui. Ben oui. Le piton, je clécou, tu sais. Je clécou, Ouais. c'est ça. Il était à on? C'est Ouais, ça. OK, il est allumé. C'est vrai. Puis graduellement, ben, on a amené même la vision originale du projet tactique, tu sais, elle a évolué. Puis je pense qu'on s'en allait dans la bonne direction, oui, avec les compétences, avec, tu sais, redéfinir le rôle de l'enseignant puis le rôle de l'élève. On était vraiment là-dedans. Je pense que c'est les grandes notions qui vont quand même être là. Ce qu'on voit beaucoup, là, c'est tout ce qui est l'apprentissage différencié, personnalisé. C'est l'élève. Tu sais, ça a l'air cliché un peu, l'élève au cœur de son apprentissage, mais c'est vraiment ça. Puis ça va au-delà de donner des choix à l'élève. Là. Non, non, c'est lui qui les invente, les choix. C'est lui qui planifie son apprentissage. Alors, il y a des possibilités pour l'élève. Alors ça, je pense que ça va être un grand courant. L'apprentissage... Wow, c'est gros, ça. C'est gros. Puis c'est pas juste une place pour l'élève là, où on pourrait peut-être se dire, là, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est pas juste l'idée de co-construire des critères de réussite ou de co-construire nos règlements de classe. Ah non. Ça va tellement au-delà, parce que tous ces chemins-là ramènent au programme, puis on est quand même là pour le programme. Donc, ce que tu dis, c'est que ça, c'est encore là, mais on fait une place aux objectifs de l'élève. Qui ne sont pas nécessairement au programme, mais il faut faire le pont entre les deux. Là. Tu parlais de passerelle tantôt. Oui, oui. On est la passerelle entre le programme puis les objectifs des élèves un petit peu, là, si je Oui. comprends ce que tu es en train de nous dire. Puis non seulement il faut se permettre ça, mais même quand on regarde les milieux de travail qui ont maintenant des attentes différentes par rapport aux employés, bien, écoute, c'est une belle occasion de le faire. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est là qu'on s'en va. Ensuite, l'apprentissage par l'expérience. OK. Alors, sortir de l'école. Hein? Oui. Même école, là, ça veut dire quoi? Quand on se dit le mot école, quelle est la première image qui nous voit en tête? Bien, il faudrait la déconstruire. OK. Alors, tout ce qui est, tu sais, les stages, les programmes coop, aller en milieu de travail, c'est ça, là. L'école, apprendre partout. Hein, on voit, on apprend dans la forêt, on apprend... En contexte. En contexte, oui. Ça, je pense que c'est un deuxième grand courant. Je vais continuer avec la déconstruction. Tu sais, on est dans des modèles, tu sais, on a des regroupements fixes. Tu sais, tu es en première année, tu es en deuxième année. Bon, c'est ça qu'on fait. Des cohortes. Des cohortes, tu suis ton groupe. Puis même si tu pourrais être ailleurs ou ton groupe ne te ressemble pas, bien, tu es dans ce groupe-là. Ouais. Alors, déconstruire les regroupements, les horaires aussi. Hein? Tu es pratiquement en train de remettre en question. Tu sais, tu parlais d'innovation tantôt, c'est la personne, puis c'est pas juste l'environnement, mais c'est peut-être de questionner ce qu'on vise. Ce qu'on vise. L'innovation, c'est qu'est-ce qu'on vise et pourquoi. C'est quoi l'école, pourquoi c'est là, à quoi ça sert. Là. Oui. Tu es en train d'écrire des expériences, Oui. façon de regrouper les élèves, faire de la place pour leurs objectifs. Je me dis, c'est pas dans les plans d'action de tout le monde, ça, là. Tu sais, ce qu'on vise puis ce qu'on va mesurer, là, ça change, là, quand j'entends ça. Ah, ben oui. Puis, écoute, là, c'est pas demain, là, tu nous relances, là, mais oui. Puis ce qu'on vit présentement, ça nous ouvre quand même les yeux au fait qu'il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres façons d'apprendre, il y a d'autres milieux pour apprendre. Alors, tout ça, oui, je pense que ça va être une tendance. Je suis des blogs d'enseignantes qu'on connaît bien puis qui
qui vivent pratiquement en forêt avec leurs élèves. Absolument, Alors, absolument. tu sais, c'est des modèles comme ça là, que je trouve inspirants. Apprendre ailleurs, apprendre autrement. Mm. Puis, ben la technologie, tu sais, on s'en sort pas, puis on ne veut pas s'en sortir non plus. Elle est là pour rester, elle nous est utile. Imagine ce que ça va être à l'avenir. C'est incroyable. Oui. Ouais. Tu dis c'est là pour rester. C'est pratiquement comme l'électricité. Il n'y a personne qui se dit, t'aimes-tu ça enseigner avec l'électricité? La question ne se pose plus. Je me dis, on est peut-être dans 10 ans qu'on ne se posera pas la question. Est-ce qu'il va avoir lieu de dire technopédagogie ou pédagogie numérique? Je me dis, ça va être intégré. Oui. J'ai le goût de ramener, c'est parce que pendant que je t'entendais décrire comment tu vois un petit peu l'avenir en éducation, il y a comme une question d'un agent du ministère qui nous accompagnait, en tout cas dans le projet tactique, qui était tellement aidante pour nous aider à remettre les choses en perspective. Puis c'est qu'est-ce qui change pour l'élève? Mm-hmm. Tu sais, dans le fond, là, quand on se dit qu'on innove, qu'on a des nouvelles approches, là, qu'est-ce qui change dans l'expérience d'apprentissage de l'élève? Puis c'est tellement une belle question, parce que des fois, là, on travaille super fort, mais en bout de ligne, ce que l'élève vit, ça n'a pas vraiment changé. Ça a changé de format, mais c'est écoute, fais le travail, remets. Donc, c'est une belle question à se poser pour voir qu'est-ce qui change pour l'élève, pas juste pour nous. Oui. Des fois, je me dis, tu sais, quand on a nos enfants à la maison, là, avant qu'ils commencent l'école, ils sont en apprentissage, là, pas à peu près. Puis ils sont heureux, puis ils sont fiers d'eux. Parce que le regard qu'ils ont, c'est le regard de leurs parents, de leurs grands-parents. Alors, ils sont dans un milieu d'apprentissage où est-ce qu'ils se sentent aimés, ils se sentent compétents, ils peuvent déplacer des montagnes. Puis malheureusement, pour plusieurs élèves, tout ça change quand l'école commence, puis qu'on commence à se comparer, puis on ne se sent pas le plus beau dans le regard de l'autre, on ne se sent pas le meilleur, on ne l'est plus. Tu parlais de prendre ta place avec tes sœurs. Il faut prendre sa place quand on arrive dans le milieu scolaire. C'est pas tous les élèves qui réussissent à prendre leur place dans leur cohorte. C'est ça. Tu n'apprends pas très tôt. Tu es dans la même cohorte, fait que tu vis avec ça. Mais imagine un milieu scolaire qui s'inspirerait des valeurs puis des notions de ce qu'on vit avant de commencer l'école. Hein? D'être capable de continuer. Comment on fait pour que chaque élève, qui se trouve bon, qui ne soit pas anxieux, il se sent bien à l'école, il a du plaisir, il apprend des choses qu'il a le goût d'apprendre. C'est peut-être utopique, là, parce qu'on sait qu'il y a des impératifs, il y a des choses qu'il faut. Mais il y a des faut à remettre en question. Oui. Mais commencer par je me sens bien à l'école, je me sens beau, je me sens bon. J'ai ma place. Si on arrivait à perpétuer ça, là. Si jamais tu trouves la réponse, tu vas être très sollicité. C'est ça de même. Céline, c'est extraordinaire, cette conversation-là qu'on a aujourd'hui. Si on revient au leadership, qui était d'entrée de jeu un petit peu notre conversation, ce serait quoi un message que tu voudrais laisser aux gens? On est dans le podcast, tout le monde est un leader. Un message de leadership que tu voudrais laisser à nos auditeurs, ce serait quoi? Un message d'encouragement, d'espoir ou un message qu'on t'a communiqué, qui t'a aidé? Ce serait quoi une phrase, là, Céline Drouin? Bien, pas de moi, cette phrase-là, parce qu'elle existe déjà. Tu sais, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Je pense que c'est Oscar Wilde, je pense que oui. Mais je dirais, sois le leader que tu es ou qui est déjà en toi-même. Parce que ça prend tellement d'authenticité pour être un bon leader. Tu ne peux pas jouer un rôle. Non. Ça ne marchera pas, je pense. Non, ça ne marchera pas. Puis apporte ce que tu as à la table, parce que dans une vie, tu vas rencontrer différents leaders. Chacun va t'apporter quelque chose. Alors, tu n'as pas besoin d'être la personne qui a tout. Tu es assez. Tu apportes ce que tu as comme leader, puis sois toi-même. C'est extraordinaire. La connaissance de soi est essentielle dans un message comme celui-là. Tu parlais de l'importance d'être un modèle.
Donc, je me dis peut-être que ça amène de la clarté sur ce que tu veux dire là. C'est pas d'essayer d'être comme les autres, mais c'est de peut-être d'appliquer toi-même ce que tu t'attends des autres. Oui. Donc, d'avoir de l'intégrité. Oui. Donc, ça remet les choses en perspective. On est modèle, mais on est soi-même. On est soi-même, on maximise ce qu'on a déjà dans notre bagage. Oui, Hein? oui. Parce qu'on a quelque chose à offrir. Tout à fait. Mm. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite à Céline Drouin? Dernière question. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les... je sais pas, dans les prochains mois, la prochaine année? D'autres rencontres comme celle-ci. Yes. Ça, c'est super allumant ce matin. Des belles rencontres, des partenariats. Puis la santé, hein, Ouais. ça a l'air... ça aussi, ça a l'air cliché, mais ça ne l'est pas. Non. Pour être capable de réaliser, tu sais, de réaliser ce qu'on rêve de faire. Donc, oui, moi, je veux... je pense que je suis encore, dans les prochaines années, prête à relever de nouveaux défis. Puis, m'amuser à travers tout ça. C'est fantastique. Je te souhaite de réaliser toutes ces ambitions-là, puis de garder la santé, puis d'avoir du temps pour toi dans ton horaire. Là. C'est tellement mérité. Merci, Marius. Merci, c'était Céline Drouin à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.